La bataille de Crète. Voici l'histoire de la bataille de Crète, l'une des batailles les plus violentes et instructives entre les forces allemandes et alliées de toute la Seconde Guerre mondiale. Cet épisode décisif se déroula en mai 1941. En tout, 5 jours de combats extrêmement violents. À la fin du 3e jour, le nombre de pertes allemandes avait dépassé le total de toutes les pertes de tous les autres théâtres d'opération depuis le début de la guerre. Et pourtant, en dépit d'une opposition impitoyable, 8000 hommes mirent en déroute une armée 5 fois plus importante. Ces hommes étaient les parachutistes allemands, les célèbres Fallschirmjäger. L'emploi de troupes aéroportées a commencé en Union soviétique. Lors des grandes manœuvres de l'armée rouge en 1936, les attachés militaires étrangers furent étonnés par la démonstration de 1500 parachutistes russes. Les Britanniques ne furent pas très convaincus, mais les Allemands, eux, furent impressionnés. Cette nouvelle tactique s'adaptait parfaitement à leur nouveau concept de guerre éclair. Ils ne perdirent pas de temps à former leur première division de troupes parachutistes. Les Fallschirmjäger furent constitués de volontaires aguerris, ont mis à leur disposition un appareil aussi solide que fiable, le Junker 52. Cet avion pouvait emporter 12 parachutistes qui pouvaient sauter depuis la porte latérale. Les paras portaient des bottes spéciales, des genouillères, une combinaison, des gants et un casque. L'aigle de la Luftwaffe était apposé sur le côté des casques de ces soldats. Les troupes aéroportées faisaient partie de l'aviation allemande, alors que d'autres étaient sous le commandement de l'armée. Göring avait donc désormais son armée privée, qui pouvait contrebalancer les troupes d'élite d'Hitler, les Waffen-SS. Les parachutistes emportaient leurs pistolets mitrailleurs avec eux pendant les sauts. Le matériel lourd était largué dans des conteneurs métalliques. Le parachute s'ouvrait automatiquement et était efficace. Il n'avait qu'un défaut. Il était tenu au dos du parachutiste que par un simple harnais. Cela empêchait tout contrôle à l'atterrissage et les largages des soldats se faisaient avec un angle qui horrifierait les parachutistes actuels. À l'ouverture des hostilités en 1939, les Allemands avaient rassemblé leurs forces aéroportées dans des divisions d'élite sous le commandement du major général Kurt Student. La première opération aéroportée offensive se déroula le 2 mai 1940, lorsque les paras furent largués en Belgique et prirent les ponts sur le canal Albert et la forteresse Eben-Emael.
Les troupes parachutistes ont aussi été engagées dès le début de la guerre. Elles prirent part à l'occupation du Danemark. En Norvège, elles combattirent également de façon héroïque, et c'est ainsi que les troupes parachutistes reçurent leur première croix de chevalier. Au début de 1941, Hitler forgea son plan d'invasion de la Russie. Pour sécuriser les flancs sud, il força les États des Balkans à se ranger à ses côtés. Mais à la fin du mois de mars, à la suite d'un coup d'État militaire, les Yougoslaves quittèrent les rangs. Furieux, Hitler décida d'envahir la Yougoslavie et la Grèce le 6 avril 1941. Ce fut une campagne éclair classique, rapide et décisive. Les forces yougoslaves n'étaient pas préparées à faire face à un tel assaut et furent rapidement repoussées. Les Allemands entrèrent à Belgrade le 12 avril et la Yougoslavie se rendit 5 jours plus tard. La Grèce résista un peu plus longtemps, mais le contingent britannique finit par être repoussé et dut être évacué par la Royal Navy. Les parachutistes allemands furent engagés afin de contrecarrer les plans d'évacuation des Britanniques. Un des points de résistance restants se trouvait sur le canal de Corinthe, car les petits ponts constituaient une ligne de communication entre le Péloponnèse et la Grèce. Le 26 avril, les parachutistes allemands sautèrent sur les avants de l'armée et, après une violente bataille, s'emparèrent du canal et de la ville de Corinthe. Les Anglais avaient été chassés du continent, mais occupaient encore l'île de Crète. Il était important pour les Allemands de prendre cette île. Mis à part sa position stratégique au cœur de la Méditerranée, elle permettait surtout aux bombardiers anglais d'être à portée des champs de pétrole de Ploesti en Roumanie. Ces derniers étaient vitaux pour la machine de guerre allemande et devaient être protégés à tout prix. De même, les routes maritimes allemandes et italiennes à travers la Méditerranée
étaient sous la menace de la RAF et de la Royal Navy. Les montagnes au sud de la crête sont abruptes, descendant directement dans la mer, et donc la plupart des villes et des routes et des aérodromes militaires sont situés sur la côte nord. Le major général Freiberg, qui avait conduit la division néo-zélandaise en Crète depuis la Grèce, fut nommé commandant de toute la garnison de l'île. On l'avait averti de s'attendre à une attaque ennemie à la fois depuis le ciel et la mer. Il pensait également que les Allemands pouvaient être capables de poser leurs avions de transport sur des terrains non préparés. Il inclua cependant les bases aériennes dans son plan de défense, mais il ne réalisa pas que dans l'éventualité d'un assaut, ces 4 aérodromes devenaient des points vitaux. La garnison était constituée d'une brigade anglaise et d'une unité des Royal Marines raisonnablement bien équipées. Ils furent renforcés par des forces du Commonwealth et des troupes grecques récemment retirées de la Grèce. Celles-ci étaient fatiguées sans équipement lourd de transport. Mais l'essentiel des forces composant la garnison étaient prêtes et équipées pour faire face à un assaut violent. Au total, Freiberg avait environ 40 000 soldats sous ses ordres. Ils avaient des moyens de transport et de l'artillerie, des approvisionnements supplémentaires pour défendre la garnison furent amenés par la mer. Les Anglais étaient donc prêts à défendre l'île coûte que coûte. Ils savaient bien qu'entre les mains nazies, la Crète mettrait en danger les positions alliées en Afrique du Nord et en Méditerranée. Il y avait sur l'île des avions de la RAF. Freiberg disposait en outre de chars légers et de transports de troupes blindées. Pendant ce temps, les Allemands étaient en marche. Des troupes étaient acheminées vers le sud en direction des Balkans et se préparaient à l'invasion. En mer, une petite armada de bateaux italiens avait été préparée pour acheminer de l'équipement lourd et des troupes. Ils étaient protégés par des bombardiers de la Luftwaffe et par des destroyers de la marine. En Grèce, les parachutistes allemands se préparaient. Les avions étaient vérifiés et le matériel chargé, y compris des motos. Le commandement comprenant des officiers de la marine, de l'aviation et de l'armée, dont le général Student, se penche sur les photos aériennes planifiant la stratégie de l'opération. Student passa l'essentiel de son temps avec ses troupes aéroportées. Le plan voulait qu'ils attaquent en 2 vagues distinctes. Le premier groupe devait attaquer l'aérodrome de Malem et la zone autour de la ville de Canéa, laquelle était supposée abriter l'état-major de la garnison. La seconde vague devait suivre 6 heures plus tard et s'en prendre aux bases de Héraclion et Rétimo. L'objectif, difficile, était de sauter à différents points au milieu d'un ennemi bien supérieur en nombre et de s'emparer des points de passage afin de paralyser ses mouvements. Alors que les paras écoutaient les messages radio du haut commandement allemand, ils furent avertis que l'ennemi auquel ils allaient faire face était désorganisé et la suite de sa démoralisante défaite en Grèce manquait de matériel et de motivation au combat. Mais ils se trompaient lourdement. Les ordres d'attaque furent transmis depuis les quartiers généraux aux commandants des parachutistes répartis sur les aérodromes.
Juste avant la première vague d'assaut, les bombardiers en piqué de la Luftwaffe menèrent une violente attaque. Tout au long du premier jour, des bombardements continus et des mitraillages eurent lieu contre tous les objectifs stratégiques en Crète et surtout contre les aérodromes. Ces aérodromes furent irrémédiablement endommagés par des cratères de bombes sur les pistes et la plupart des chasseurs anglais détruits au sol. Le plan prévoyait que dès que les aérodromes seraient détruits, la première vague aéroportée attaquerait. La prise de Mallemem, dans la corne nord-est de l'île, avec sa piste de 600 mètres, constituait un objectif vital pour l'ensemble de l'opération. À l'est se trouvait Kanaïa, le quartier général de Freiberg, ainsi que la garnison principale de l'île, défendue par un régiment néo-zélandais. Juste à l'aube du 20 mai 1941, le premier Junker 52 se préparait à décoller. Alors que les 12 paras montaient à bord, il y avait comme un sentiment d'appréhension dans l'air. Contrairement à ce qu'on leur avait dit, c'est-à-dire qu'ils allaient devoir faire face à un ennemi désorganisé, ils s'apprêtaient quand même à affronter une force alliée 5 fois plus nombreuse. Chacun était donc prêt et s'attendait à participer à des combats acharnés. Dès que le signal du décollage de la première vague est donné, les avions commencent le roulage. Voici le début d'une des légendes de l'histoire des troupes aéroportées. Pour la première fois, une île fortifiée et lourdement défendue allait tomber grâce aux parachutistes. Le premier groupe de 90 hommes atterrit sous un feu nourri à peu près vers 7 heures. En dépit de lourdes pertes, ils réussirent à éliminer la position de DCA au sud de l'aérodrome de Malem. Ils étaient suivis par une autre unité, menée par le major Koch, dont les ordres étaient de consolider puis lancer une attaque contre l'aérodrome. Le ciel était rempli de centaines de parachutes blancs. Cependant, les choses étaient en train de mal tourner. Une compagnie se posa comme prévu, mais les 2 autres compagnies dérivèrent et se posèrent au milieu des troupes anglaises. Le major Koch fut blessé au bout de quelques minutes, comme plus de la moitié de ses hommes. L'assaut prévu contre l'aérodrome était impossible dans ces conditions. L'autre compagnie réussit à poursuivre son chemin vers les limites ouest de la base et à sécuriser les défenses ouest et sud. La compagnie suivante, larguée dans le nord-est de la base, fut incapable d'assurer ses positions. Et surtout, elle se retrouva sous les tirs venant d'une colline nommée Point 107.
Un autre groupe, mené par le major général Mendel, se posa avec succès à l'ouest de la base. Mendel fut sévèrement blessé et ses troupes exposées au feu britannique. Il était impossible de s'emparer de l'aérodrome. Les paras avaient en effet trop de problèmes pour sécuriser leur propre position et pour aggraver le tout, une contre-attaque anglaise était possible à n'importe quel moment. Le groupe d'Eldridge fut largué à l'ouest de Canea. Son objectif était de s'emparer des villes de Canea, de Galatus et des positions autour de la baie de Souda. Le bataillon du major Hellman se retrouva au milieu des troupes néo-zélandaises, surprises mais déterminées et qui offrirent une solide opposition. Une autre compagnie, la 9e, atterrit dans la zone prévue. Mais d'autres se retrouvèrent dans les montagnes et certains même dans une vaste retenue d'eau. Nombre d'entre eux s'y noyèrent. Les combats autour de la ville de Galatus étaient violents, sanglants, mais jusqu'à la fin de cette journée, personne n'arriva à prendre le dessus. Un autre bataillon se posa à proximité de la prison d'Agia, une forteresse stratégique d'où il était possible de contrôler la route principale qui relie Héraclion à Canea. Ils étaient proches de leur cible, mais furent cloués au sol par des tirs violents. Après un long combat, ils parvinrent à s'emparer de la prison et à s'en servir comme quartier général pour le régiment. Les paras avaient maintenant une place forte, mais étaient incapables d'effectuer une percée vers Canea. Pratiquement, tout s'était déroulé de travers pour la première vague. Aucun de leurs objectifs premiers n'avait été atteint et de nombreux chefs de bataillon ou de compagnie tués ou blessés. En Grèce, le haut commandement ignorait tout. Et la seconde vague rencontra également quelques problèmes. Le temps prévu pour embarquer et faire le plein des avions avait été sous-estimé. Il devait être avitaillé à la main à partir de Jerrycan. Cela signifiait que la seconde vague allait décoller en petits groupes au lieu de décollage en masse qui avait été prévu. Student savait que son plan, qui consistait à s'emparer de toutes les positions clés dès la première journée, était pour le moins hypothétique. Ses troupes se trouvaient éparpillées sur une grande zone et diviser la seconde vague en petits groupes n'allait pas améliorer la situation. Inconscient des difficultés de la première vague, Student et ses officiers lancèrent quand même la suite des opérations, comme prévu. La deuxième vague devait s'en prendre aux aérodromes de Rétimo et d'Héraclion. Les premiers groupes décollèrent vers 13h30 en direction de Rétimo.
C'est à ce moment que les premiers rapports de la Luftwaffe arrivèrent au haut commandement et il devint clair que rien ne s'était déroulé comme prévu pour la première vague. Student écrivit plus tard dans son rapport, et c'était pour le moins un euphémisme, il était évident que les Anglais étaient plus puissants et mieux organisés que nous le pensions. Mais à ce moment, nous ne pouvions rien faire d'autre que retenir notre souffle et laisser la conduite de la bataille aux officiers qui, eux, étaient sur le terrain. Est-ce que la résistance à Rétimo et Héraclion serait aussi rude que celle autour de Malem et Canéa? La deuxième vague était alors en air. Alors que les avions allemands approchaient de la crête, une poignée de chasseurs anglais tentèrent de les arrêter, mais n'étaient pas assez nombreux et les Junkers 52 passèrent. Les deux premières compagnies larguées sur Rétimo comme prévu furent accueillis par des tirs très nourris. La troisième compagnie se posa à environ 10 km de là et réussit à capturer la colline qui dominait l'aérodrome de Rétimo. Le groupe qui attaquait Héraclion trouva une zone lourdement défendue, ce qui les obligea à voler à une plus grande altitude que prévu, et eut pour conséquence qu'un grand nombre de parachutistes furent mitraillés et tués pendant leur descente. Les autres unités étaient dispersées. Il devint clair qu'il n'y avait aucun espoir de parvenir à atteindre les objectifs d'ici la fin de la journée. Toutes les unités avaient alors été larguées sur les 4 zones prévues, mais le général Freiberg commit une erreur. Il ne lança pas de contre-attaque et donna ainsi la possibilité aux Allemands de consolider leur position et de préparer leurs attaques. Le matin suivant, une puissante attaque de la Luftwaffe se concentra sur l'aérodrome de Malem. Alors que le sort de la bataille pour la crête était encore en balance, les Alliés, en laissant les Allemands tranquilles pendant la nuit, alors qu'ils étaient éparpillés et désorganisés, avaient laissé passer leur meilleure opportunité. En contre-attaquant en force, ils auraient pu repousser les Allemands jusqu'à la mer. Mais maintenant, il était trop tard. Alors que l'attaque aérienne faisait rage, les paras du côté de Malem parvinrent à s'emparer de 2 canons lourds et à le retourner contre les Alliés. Vers 14 h, 2 compagnies supplémentaires s'étaient posées à Malem et rapidement la zone tout entière devint un champ de bataille où se déroulaient des combats d'une grande violence. Après une résistance acharnée, les défenses de l'aérodrome furent submergées. Les forces allemandes nettoyèrent la zone pour permettre l'arrivée des renforts. Vers 15 h, les Junkers 52 commencèrent à atterrir et à amener des troupes fraîches et de l'artillerie lourde. Mais en dépit de l'arrivée de ces troupes fraîches, tout n'allait pas au mieux. En effet, en mer, 2 convois de petits navires sous commandement italien, emmenant 2 bataillons vers la crête, furent engagés par la Royal Navy. Les navires furent coulés et seulement 51 hommes et un officier en réchappèrent. Sur l'île, les pertes allaient en augmentant. Quelques avions avaient été mitraillés avant d'atterrir, les soldats blessés ou tués à l'intérieur. La forte résistance des Alliés causait de lourdes pertes aux Allemands. Un bataillon complet fut éliminé au cours d'un combat. Il ne resta que 5 survivants. Les soldats gravement blessés étaient rapatriés vers la Grèce avec les Junkers qui avaient amené les renforts. Environ 40% des soldats des 2 premières vagues étaient morts, blessés ou prisonniers. Mais alors que les renforts arrivaient, il devint évident que le pire était derrière.
À l'insu des Allemands, le général Freyberg avait mis la main sur une copie du plan d'attaque. Ce document était d'une importance immense. Il n'indiquait pas seulement la puissance et les directions des poussées ennemies, ainsi que leur ordre de bataille, leur armement et leur position de ravitaillement. Il indiquait clairement que les Allemands avaient largement sous-estimé les forces alliées et qu'ils avaient confié un rôle bien trop prédominant à leurs troupes aéroportées. À la fin du 22 mai, la partie la plus difficile de la bataille était finie pour les Allemands. Cependant, ce n'était pas évident pour Hitler et ses conseillers, effrayés par les pertes et qui n'avaient pas autorisé une allusion au débarquement en Crète dans la presse et la radio. L'envoi de nouvelles troupes et de renforts devait se poursuivre en raison de la résistance des troupes alliées dans toute l'île. Un nouveau commandant de division, le major général Ringel, fut nommé pour prendre le commandement de toutes les forces de la zone de Malem. Il organisa ses troupes en 3 groupes de bataille. Le Kampfgruppe Scythia avait pour mission de protéger la zone de Malem de toute attaque provenant de l'ouest et de progresser afin de prendre Castelli. Le 2e groupe devait attaquer vers le nord en direction de la mer pour protéger l'aérodrome et renforcer les défenses le long de la côte. Le 3e groupe, enfin, avait ordre de partir vers l'est à l'intérieur des terres par un mouvement à travers les montagnes. Tout au long de la journée, des troupes et du ravitaillement furent amenés sur l'île. Certains avions s'aventurèrent au-dessus du territoire ennemi afin d'apporter plus de nourriture, d'eau et de matériel médical dans les poches tenues par les hommes au sol. Incapables de bouger et pilonnés par les défenses alliées, plusieurs de ces groupes se trouvaient sans nourriture ni eau depuis 24 heures et commençaient à être à court de munitions. Près d'Héraklion, un régiment se trouva confronté à une force de 8000 soldats alliés. En dépit de leur pénurie de matériel et face à une opposition implacable, comprenant de l'artillerie lourde, le major Schultz, commandant du régiment, refusa de se rendre aux Anglais. L'armée allemande a reçu l'ordre de prendre la Crète. L'armée allemande obéira à cet ordre, déclara-t-il. À l'ouest de l'île, un bataillon qui progressait vers Castelli livra de durs combats contre des civils armés. Ses partisans n'eurent aucune pitié pour les blessés et les morts allemands. 135 sur 550 furent mutilés au point d'être méconnaissables. Tout au long de la journée, les troupes de différentes poches de parachutistes éparpillés se regroupèrent dans le secteur du groupe Ouest alors qu'on leur fournissait du ravitaillement et que des troupes fraîches arrivaient à Malem. Chaque heure, une vingtaine d'avions se posaient. Certains d'entre eux amenaient des troupes, d'autres de l'artillerie et d'autres encore apportaient des canons anti-chars et de l'équipement lourd. Ils atterrissaient en dépit des tirs d'artillerie des Alliés regroupés dans les collines alentours. Lors du 4e jour de combat, les Néo-Zélandais, qui couvraient l'aérodrome depuis leur position camouflée, subirent une contre-attaque allemande. Elle entraîna une rupture de leur flanc qui ne leur laissa pas d'autre alternative que la retraite avant d'être complètement isolés. De ce fait, Malem n'était plus sous le feu et la piste d'atterrissage était enfin sécurisée. Malem devenait la planche de salut des forces allemandes et en dépit du prix de sa conquête, sans cette piste, le succès de l'opération aurait été impossible.
Les Allemands effectuaient une poussée vers le sud afin de renforcer le troisième groupe, traçant sa route vers la côte sud pour attaquer et s'emparer de la ville de Paleora. L'opération Mercure, comme l'avait baptisé le haut commandement allemand, s'accélérait. Grâce aux troupes de plus en plus nombreuses arrivant à Malem, le général Ringel put regrouper ses forces. Un groupe attaqua Galatas, tandis qu'un autre eut pour mission de marcher sur une centaine de kilomètres à travers les montagnes vers le sud afin de contrôler la route Canea-Retimo à l'est de la baie de Souda. Le 24 mai, en Allemagne, les informations se firent l'écho des combats menés par les parachutistes allemands contre les troupes anglaises sur l'île de Crète depuis le matin du 20 mai. C'était le signe qu'Hitler avait enfin confiance dans le succès de l'opération. Autour des villes de Galatas, au sud-ouest de Canea, des combats firent rage entre troupes de montagne et les Néo-Zélandais. Avec l'aide de la Luftwaffe, qui bombarda les défenses, les troupes réussirent à forcer le passage à travers le village. Au matin du 25, Heydrich et ses paras, encerclés dans ce qui était connu comme la vallée prison depuis leur atterrissage au matin du 20 mai, entrèrent en contact avec des renforts. Ils attaquèrent la zone autour de la ville de Castelli. Leur attaque fut renforcée par des tirs d'artillerie et par des attaques de Stuka. À Héraklion, les dorniers de la Luftwaffe bombardèrent la ville afin de soutenir les paras qui étaient tirés depuis le 20 mai. Les Anglais, eux, avaient tenté d'amener leur renfort par mer, mais les bombardiers avaient empêché les navires d'accoster. Le 27 mai, Freyberg envoya un message en Angleterre. Quelle que soit la décision prise par le chef d'état-major, d'un point de vue militaire, notre position est sans espoir, aucune armée ne pouvant supporter autant de bombardements que ceux que nous subissons depuis 6 jours. Je pense qu'une partie des troupes doit d'ores et déjà être évacuée. Alors qu'il faisait prisonnier de nombreux soldats anglais, de plus en plus de renforts allemands arrivaient par air afin de couper la retraite aux Anglais. Le 27 mai, les Anglais donnèrent l'ordre d'évacuer l'île et les troupes commencèrent à se retirer vers le sud. Le major général Ringel, ne comprenant pas qu'il s'agissait d'une retraite, lança ses troupes sur Canea.
la fin de l'après-midi, en dépit de contre-attaques menées par les Australiens et les Néo-Zélandais, les Allemands entrèrent dans la ville de Kanea et la baie de Souda tomba également entre leurs mains. À Héraclion, il en allait autrement, l'aérodrome n'ayant pas encore été pris. Ce Junker a été mitraillé alors qu'il tentait d'atterrir, et on peut constater qu'il réussit à le faire sur une seule roue. Une chance pour ceux qui étaient à bord. Plus au sud, une unité de combat s'infiltra dans les montagnes afin d'attaquer les Anglais à l'ouest de Stylos. En quelques heures d'un violent combat, ils prirent le contrôle de la route qui menait vers le sud. Le 28 mai, l'évacuation des troupes alliées commença. Les navires de la Royal Navy effectuèrent de nombreuses rotations de récupération des troupes sur l'île. Les Allemands se dirigèrent vers l'ouest et prirent la route sud pour aller à la rencontre des Alliés en train de reculer et leur couper la route. Il y eut des combats très durs, mais les Alliés réussirent à contenir l'avance allemande le temps pour la Royal Navy d'effectuer plusieurs voyages d'évacuation. Ils parvinrent à transporter 15 000 hommes vers l'Égypte. Les attaques de la Luftwaffe coûtèrent cher à la flotte anglaise en Méditerranée. La Crète était à ce stade pratiquement tombée. Le 30 mai, toute l'île, sauf le port de Sfakia, était aux mains des Allemands, bien qu'il subsistât quelques poches de résistance. Malem, Kanea, la baie de Saouda, Rétimo et Héraclion étaient aux mains des envahisseurs. Et lorsque les troupes allemandes entrèrent dans les villes, ils ne rencontrèrent qu'une faible résistance. Au soir du 31 mai, la Royal Navy avait récupéré des milliers de soldats. Ce même soir, le général Freyberg quitta l'île, sa mission finie. À 9 h le 1er juin 1941, ce qui reste des troupes anglaises, australiennes et néo-zélandaises se rend aux Allemands. 7000 Britanniques, 3000 Australiens et 4500 Néo-Zélandais avaient été évacués vers l'Égypte. Mais 11 835 soldats furent faits prisonniers lors de la capitulation de l'île. Lors de la bataille, 1742 soldats britanniques et des Dominions avaient été tués.
et 1737 autres avaient été blessés. La Royal Navy, elle aussi, avait subi de lourdes pertes. En essayant de porter secours aux soldats, un porte-avions, 6 croiseurs et 9 autres navires furent endommagés, 6 croiseurs et 6 destroyers coulés. 2000 marins avaient péri et 500 avaient été blessés. Le nombre de soldats grecs et de civils n'a jamais été établi avec précision. Parmi les troupes restées sur l'île, certaines réussirent à se cacher dans les montagnes. D'autres encore trouvèrent des barges de débarquement abandonnées ou des bateaux de pêche. Bien qu'aucun chiffre précis n'ait été officialisé, on pense que plusieurs centaines de soldats réussirent à quitter l'île par leurs propres moyens. Pour les Crétois commençaient alors les horreurs de l'occupation. Tout civil cachant un soldat allié était très sévèrement puni. Et dans certains cas, lorsque la Gestapo et les SS passèrent l'île au peigne fin, les villageois abritant des soldats furent fusillés. Quant à la garnison allemande de l'île, elle se retrouva quelque peu isolée. Elle était trop loin d'Afrique du Nord pour avoir une influence sur les combats qui s'y déroulaient. Et, plus important, elle ne put empêcher les avions de l'US Air Force de bombarder les champs de pétrole de Ploesti en 2 occasions. L'opération Mercury a-t-elle été un succès pour les Allemands ou a-t-elle été une drôle de victoire? Au total, 10 000 parachutistes furent largués, 750 soldats arrivèrent par planeur et 5 000 par avion et encore 6 000 par la mer. Des 22 000 soldats engagés, 6 000, chiffre énorme, furent tués. Et parmi les disparus, des hommes clés des troupes parachutées allemandes. Général-major Sussmann, le major Braun, le major Schirber, Hobel et von Plessen, tous avaient péri dans les combats. Sur les 500 avions de transport, 271 avaient été perdus. Selon les mots de Winston Churchill, les figures de proue de l'armée allemande avaient été détruites. Quand Hitler, qui depuis le départ avait manifesté un vif intérêt pour les troupes aéroportées, prit connaissance des pertes, il fut désenchanté. Tellement qu'il déclara au général-major Student « Les jours des parachutistes sont terminés. Les parachutistes sont une arme de surprise et sans effet de surprise, il ne peut y avoir de succès. » Il n'y eut d'ailleurs plus aucune opération aéroportée d'envergure après la bataille de Crète. Même si la victoire remportée en Crète le fut au prix de pertes très importantes, il ne peut y avoir aucun doute sur la valeur des soldats engagés. Ils avaient pris part à la seule opération aéroportée d'envergure, couronnée de succès. Et pour les Allemands, ils pouvaient être fiers d'avoir battu une force 5 fois supérieure en nombre.
le général-major Student décida d'honorer ses hommes pour cette victoire par un défilé triomphal à Athènes. Et il déclara « Nos drapeaux victorieux flottent sur la Crète. Sous le commandement de vos officiers supérieurs, vous avez réussi un exploit sans précédent. » Parachutistes, vous avez réussi à vaincre par vous-même un ennemi bien supérieur. Partout où vous avez atterri en Crète, vous avez livré un combat héroïque. Heute geht es zum Main. Sein Weg